Ça, c'est la Polestar 4. Ouais, c'est bien une des voitures électriques premium les plus attirantes du moment. Avec son design très affûté, son intérieur ultra travaillé, son énorme batterie, oui, sur le papier, elle a clairement tout pour plaire. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin et dans cette vidéo, on va voir si cette Polestar 4 est une vraie grande routière 100% électrique ou juste un très bel objet avec 4 roues, un volant et 100 kWh de batterie. Je répondrai bien sûr à cette question survoltée d'ici la fin de cette vidéo et surtout après un petit road trip autoroutier avec cette Polestar 4. Et entre-temps, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, sauf si évidemment c'est déjà fait. Il y a des voitures qu'on cerne en à peine 10 secondes et il y en a d'autres qui demandent un brin plus de temps. Et cette Polestar numéro 4 boxe clairement dans la deuxième catégorie. Tu la regardes et tu te poses beaucoup de questions à son sujet. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une berline? C'est un coupé surélevé? C'est un SUV? Et surtout, pourquoi est-ce que cette voiture dégage quelque chose de différent au-delà de ses dimensions imposantes et de l'absence de lunettes arrière? Ça, on en reparlera. Je t'entends déjà me dire, et certainement à juste titre, qu'il y a beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui sont capables de proposer des designs attirants à l'œil, comme celui de cette Polestar 4. C'est vrai? T'as pas tort. Et du coup, s'attarder un peu trop longuement sur l'enveloppe à l'arrêt de cette voiture, ça n'a pas énormément de sens. Le sujet, c'est plutôt de savoir ce qu'elle va nous offrir sur la route. Et là, je suis d'accord avec toi. Et justement, les premiers kilomètres à bord de cette Polestar numéro 4 sont ultra révélateurs. La voiture est douce, très douce. Elle est silencieuse, posée et vraiment d'entrée apaisante. Et d'un coup, tu comprends quelque chose d'assez fondamental sur cette Polestar numéro 4. Elle ne cherche pas à t'impressionner, non. Elle essaye de t'installer dans un univers à part, un univers très calme, très posé, ouais, presque une autre planète. Et ça, ce n'est pas un hasard, parce que Polestar, c'est pas uniquement une nouvelle marque électrique, c'est surtout une transformation. Parce qu'à la base, Polestar, c'était bien la branche sportive de Volvo, un peu comme AMG chez Mercedes ou la division M chez BMW, des voitures plus radicales, plus affûtées, plus mécaniques. Et puis l'électrique arrive et en 2017, tout bascule. Polestar change alors complètement de rôle. Sauf que la réalité est un brin plus ambiguë. Oui, Polestar est une marque suédoise, mais elle appartient au groupe chinois Geely, qui a aussi dans son portefeuille une marque mythique, Lotus. Et cette ambiguïté, elle n'est pas anodine, parce que ça veut dire que le design vient d'Europe, mais que la solution technique, l'architecture et même la fabrication vient d'ailleurs, de Chine. Et du coup, la grande question que je me pose au sujet de cette automobile, et surtout de cette marque, c'est de savoir si Polestar est en train de créer une nouvelle référence du premium électrique, ou est-ce que c'est juste une marque extrêmement bien marketée? Parce qu'aujourd'hui, proposer uniquement une voiture attirante à l'œil, en particulier sur le segment des véhicules électriques premium, ce n'est clairement plus suffisant. Il faut bien plus que ça, il faut une offre bien plus large, que ce soit dans la crédibilité globale de la plateforme électrique ou dans l'intérieur. Et de ce côté-là, Polestar offre encore quelque chose de différent. À l'intérieur de cette Polestar, il n'y a pas d'agression visuelle, pas de surcharge, tout est calme, sobre, épuré, presque zen. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas juste du design. Ou alors, c'est un design vraiment très axé confort. Typiquement, les sièges de cette Polestar 4, ils sont larges, ils sont hyper confortables, ils ont un espèce de maintien souple, juste ce qu'il faut, un bon entre-deux entre une sorte de douce fermeté et un accueil très enveloppant. T'es pas tenu dans ces sièges, t'es vraiment proprement installé, presque lové. Et ça, c'est hyper agréable. En plus, dans ces sièges, tu peux trouver assez facilement la position de conduite qui te convient. Si comme moi, par exemple, t'aimes bien être un peu bas sur la route, ben dans ce SUV coupé, on ne sait pas trop ce que c'est, tu peux. Tu as vraiment un réglage où le siège, où tu peux aller te lever très bas, ou alors si tu aimes au contraire une position un peu plus dominante sur la route, avec les réglages électriques du siège, tu le peux. La vision du coup vers l'avant est très très bonne, et l'ambiance lumineuse dans laquelle te plonge cette Polestar 4, alors évidemment avec le toit panoramique qui va bien, ça aide à voir encore plus de lumière, mais tu as vraiment quelque chose de très accueillant, de presque un espèce de sensation de cocon, et ça c'est pas anodin du tout, en particulier sur long trajet. On va se faire très rapidement un petit tour du propriétaire à l'avant. Évidemment, la planche de bord est dominée par cet énorme écran central qui centralise lui aussi toutes les fonctions de la voiture. Il n'y a quasiment pas de boutons, à part les lève-vitres à gauche, l'ouverture de la porte et la condamnation centralisée. Il n'y a pas de bouton, à part juste une petite molette par ici pour gérer le volume ou le press play ou stop de ton média en cours.
La recharge induction, elle s'intègre vachement bien par ici. Ton téléphone, il vadrouille pas trop, y compris quand tu mets un peu un coup de pied dedans. Ça, c'est plutôt pas mal. Petit rangement par ici. Alors, la boîte à gants, comment est-ce qu'on l'ouvre la boîte à gants? Eh ben, on l'ouvre avec l'écran, par ici. Heureusement, il y a un petit raccourci qui te permet d'ouvrir la boîte à gants. Est-ce que c'est un peu débile? Ouais, parce que c'est le genre de truc que t'as pas envie de farfouiller dans ton écran pendant 3 plombes pour ouvrir ta boîte à gants. Je sais pas, moi, c'est typiquement le genre de choses qui me gave un peu. Mais ça fait partie de l'attirail des voitures électriques modernes. Le volant est relativement simple, lui aussi. Du piano black un petit peu sur les touches qui prennent beaucoup de traces de doigts. C'est un peu dommage. Ça, c'est hyper bien, ce petit écran central qui regroupe des informations essentielles de conduite. Là, l'autonomie, la batterie, et quand tu mets la vitesse en route, eh ben, tu as accès à la vitesse à laquelle tu vas rouler, le pourcentage de batterie qui te reste, et tu peux afficher, évidemment, là, on a le GPS, tu peux faire tout un tas d'autres choses, tu peux afficher un truc très simple, ou alors des choses plus ou moins complexes, mais ça reste très lisible, et il tombe juste sous les yeux, en plus de la visée tête haute qu'on a juste par ici. Petit rangement à gauche pour des bouteilles. Alors les bouteilles, le problème c'est qu'elles tiennent pas droit, elles sont obligées de valdinguer un peu comme ça. C'est pas terrible ça. La poignée de porte, elle est pas très nouvelle. Ça, c'est pas inintéressant. On a un grand tunnel central qui te donne cet aspect un peu cockpit, avec un petit rangement par ici et 2 prises USB-C juste là. Et ce qui est pas inintéressant, c'est que d'habitude, dans ce genre de voiture avec des gros tunnels centraux comme ça, des espèces de gros machins énormes, qui sont bien moutmoutés en plus en petit cuir. Ça, c'est une petite surpiqûre qui va bien. Ça, c'est les petits détails qui vont bien. Mais ce que je voulais te dire, c'est que le rangement qui est juste en dessous, il est chouette parce que tu peux y accéder facilement sans trop galérer. Et en plus, il y a un truc anti-dérapant en dessous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et globalement, à l'avant, tu le vois, les finitions, elles sont hyper chouettes. Ça, c'est ce petit tissu surpiqué qui est vraiment bien. Des petites LED qui vont bien et qui vadrouille de manière assez subtile, pas trop, c'est pas trop whiz dans la nuit dans cette automobile, d'autant que tu peux avoir des ambiances de planète. Alors je sais plus où est-ce qu'il faut aller chercher ça, mais je crois que c'est dans intérieur, ambiance, et voilà, tu peux avoir l'ambiance Soleil, Mercure, Vénus, planète Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune. Tu peux changer les couleurs, c'est hallucinant. Et en plus, tu peux voyager dans l'espace avec ta Polestar 4. Au-delà de l'ambiance spatiale dans laquelle va te plonger cette Polestar 4 à l'intérieur, j'ai encore 2 petites choses à te montrer. Un, le fait que les bus d'aération, ben non, tu les règles pas manuellement, tu les règles encore une fois avec l'écran central. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? À toi de me dire en commentaire, moi j'ai mon avis là-dessus. Tu la gères par ici, tu vois, tu gères ton flux d'air avec ton écran, nanani nanana. Ok, très bien, pourquoi pas. Et la deuxième chose que je voulais te montrer, ou plutôt te faire trouver si à un moment tu le cherches. À un moment, je voulais mettre les warnings, tu sais, tu t'arrêtes vite fait pour changer une caméra ou quoi, ou faire pipi ou ce que tu veux. Et où est le bouton warning? Il est pas là, il est pas là, ah, eh ben il est là. Je l'ai trouvé, il est là. C'est juste ici. Comme ça, t'entends que ça fait... Ouais, comme les clignotants, c'est pareil. Et au fond, je me demande si, à l'intérieur, cette Polestar 4, elle a pas compris un truc assez intéressant. C'est le fait que, quelque part, le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas d'en mettre plein la vue, c'est plutôt de ne pas fatiguer, tu vois, presque d'apaiser. Alors, elle a peut-être quelques petits défauts d'ergonomie ici ou là, mais globalement, elle marque énormément de points à ce niveau-là. Bon, sauf quand on regarde vers l'arrière, mais ça, on en reparlera un peu plus loin. Et si elle est zen et vraiment très accueillante à l'avant, cette Polestar numéro 4, elle l'est encore plus zen et encore plus accueillante à l'arrière. Bon, évidemment, pour des notions d'empattement, de taille globale de cette voiture, tu sens qu'à l'arrière, ouais, c'est un bon salon. Et ce qui est très marrant, c'est l'absence de lunettes arrière te met dans un espèce de cocon. T'es pas dans la cave de Batman, parce qu'il y a beaucoup de lumière avec le toit panoramique qui, lui, est génial. T'as des grandes vitres et une petite custode juste ici, mais t'es un peu plus... j'ai l'impression que t'es un peu plus encapsulé. C'est vraiment pas inintéressant et c'est même plutôt très agréable. Niveau, évidemment, place à la tête, au coude ou autre, pas de sujet à ce niveau-là. Les sièges sont peut-être un poil plus fermes que ceux de l'avant, mais ils restent quand même bien accueillant et bien enveloppant et bien, ploc, mon dos se cale bien. Alors évidemment, il y a un truc qui est chouette, c'est qu'il y a un accoudoir central, si j'arrive à l'ouvrir. Hop là. Et alors cet accoudoir central, il n'est pas inintéressant pour 2 raisons. Un, parce que il tombe bien sous le coude, tu te mets bien, c'est super. Mais il y a un petit bouton juste ici. Et il sert à quoi ce petit bouton? Ah ouais, à incliner le dossier de manière incroyable. Et là, tu te retrouves vraiment dans un salon parce que regarde, j'ai de la place aux jambes, je me mets comme un pacha, mais je suis un pacha dans cette voiture. T'es de haut en plus un pacha à l'arrière
de cette Polestar 4 que tu as accès à ton propre petit écran de contrôle de climatisation et même du média qui est en lecture. Ça, à mon avis, pour les enfants, ça peut être un bon carnage. Heureusement, tu peux désactiver depuis l'écran à l'avant l'accès à l'écran à l'arrière. Tu gères sur cet écran arrière le média si tu es le passager en chef quelque part. Tu peux gérer ta propre climatisation et tu peux gérer aussi, crac, les sièges chauffants arrière. Parce que oui, les sièges arrière sont aussi chauffants. Et petite subtilité, tu peux gérer l'inclinaison du dossier par ici aussi. Et hop, tu peux gérer également la petite lumière d'ambiance qui va s'allumer ou non juste par ici. Tu le fais pas ici, tu le fais là. Encore une fois, tout est sur l'écran. Pour les papas et les mamans qui s'inquiètent de savoir si oui ou non les attaches Isofix sont accessibles dans cette Polestar 4, bah regarde, j'ai mis un siège de Zouzou et tu le vois, il y a des attaches Isofix non seulement très accessibles, mais en plus bien planquées avec des petits caches qui vont bien à ce niveau-là. C'est tip top là encore. Et pour terminer sur l'arrière très rapidement, tu vois que tu as accès à deux petites filets aumônières pour ranger, je sais pas, des gourdes ou ce que tu veux. Tu as un petit rangement sur le côté des portes qui est pas hyper accessible. Le petit levier de vitesse, n'importe quoi, de lève-vitre qui te permet de baisser les vitres, pas jusqu'au bout, mais tu peux être un minimum le coude à la portière plutôt. Des petits trucs pour attacher ta petite chemise. Ce qui est rigolo, c'est qu'à l'avant, les buses d'aération, elles sont faites sur l'écran et à l'arrière, c'est manuel. Perso, je préfère à l'arrière, à ce niveau-là. Et toi? Et au niveau ambiance Wiz, bah tu vois, tu as un petit rappel de la couleur que tu auras choisi. Là, je sais plus, on est sur Neptune, je crois. Peut-être sur Jupiter, je sais plus. En tout cas, c'est Wiz. Et c'est Wiz à l'arrière aussi. Et tu peux même pousser pour regarder le coffre. On n'a pas regardé le coffre. Oui, c'est quand même important de jeter un œil sur la capacité d'emport de cette Polestar 4. Aïe, motorisé, tu te doutes bien, on est quand même dans du premium. 526 litres à te mettre sous la dent. Voilà, alors t'as la petite séparation entre le coffre et l'arrière, je vois pas trop à quoi elle sert en vrai, mais elle existe, voilà, donc si tu veux ouvrir vers le coffre et aller chercher des trucs dedans, tu peux. Alors il y a un petit truc, je vais enlever mon sac pour te montrer un truc qui est assez à la fois pratique et assez relou. Ce qui est très pratique, c'est le fait que tu as un sous-coffre relativement profond dans lequel tu peux ranger tout un tas de choses, y compris des câbles de recharge. Le souci, c'est que quand tu as, bah tiens, je vais te le refaire, hop, je remets mon sac. Quand tu veux aller chercher ton truc en dessous, ben regarde, oh zut, il n'y a pas de charnière, donc tu te retrouves avec ta planche de bord qui fait ça. Et ça, c'est hyper relou. Vous pouvez pas mettre juste une charnière, ça coûterait tellement cher de faire ça. C'est vrai que ce genre de détail un peu pratique, c'est un peu relou. Tu as un petit filet de rangement juste à gauche, une petite Power Outlet 12 volts 180 watts. Tu peux évidemment rabattre les sièges pour avoir 1500 et des brouettes de litres à ta disposition. Et vu que c'est une voiture électrique et qu'il n'y a qu'un seul moteur sur notre version d'essai, tu as quoi? Un Frunk. Alors bon, c'est un Frunk, il existe. Hein. Ouais. Je te le montre, il est juste là. Le sujet, c'est que c'est un mini Frunk. Il fait 15 litres. Donc il est mignon, mais il servira pas à grand chose, à part peut-être à mettre éventuellement un câble de recharge. Et un petit câble, un câblounet. Mais ça, quelque part, c'est la partie facile, parce que créer un intérieur flatteur, très cosy, avec une belle ambiance, j'ai presque envie de dire, beaucoup de monde aujourd'hui sait le faire. Le vrai test sur ce genre de grande routière électrique, c'est sur la route. Parce qu'une voiture comme cette Polestar numéro 4, elle doit être surtout capable de te prouver une chose très simple, qu'elle peut avaler les kilomètres sans aucun problème. Et nous voilà partis vers Le Mans. Ben oui, puisque ça fait partie de notre traditionnelle boucle autoroutière entre la région parisienne et le circuit des 24 heures du Mans. C'est une boucle d'environ 450 km qu'on a l'habitude d'emprunter avec la grande majorité des autos, en particulier électriques, qu'on teste sur cette chaîne-là. Très rapidement, les conditions de cet essai, elles sont toutes simples. 1, je suis tout seul dans la voiture. 2, je ne suis pas énormément chargé. Je suis parti de la région parisienne ce matin avec, très exactement, 64% de batterie. Ouais, je sais, j'ai pas fait le plein. C'est comme ça, je suis un coquin. Mais ça me permet de justement faire une courbe de charge aux environs du Mans pour avoir une idée de comment la voiture charge. Tu vois, c'est un peu l'idée. Mine de rien, il fait plutôt très beau. Tu le vois aujourd'hui, le soleil m'éclaire la tronche comme c'est pas permis. Et là, on a une petite température de 10 degrés, mais c'est censé monter au fur et à mesure de la journée. Donc, les conditions climatiques en particulier sont plutôt favorables à une consommation, on va dire,
normal. On n'est pas dans un endroit où il va faire gaga, il n'y a pas énorme de vent, voire pas du tout. Donc à ce niveau-là, la météo, elle est hyper clémente. Tu te doutes bien que j'ai enclenché le planificateur intégré de cette Polestar numéro 4 qui est sous Google Android, nanana, ça marche hyper bien. J'ai programmé ma première destination intermédiaire, le circuit des 24 heures du Mans, et la voiture me dit à l'instant où je te parle qu'il me restera à destination 22% de batterie. Sachant que je suis parti avec 64% de batterie et que la voiture m'avait prédit un petit 25%, elle s'ajuste a priori pas trop mal. Donc normalement, pour l'instant, je peux faire confiance à ce planificateur. Si tu as la très bonne habitude de regarder certains de mes essais longue distance, déjà, 1, je t'en remercie, et 2, tu es au courant que j'ai moi aussi pour habitude de mesurer quoi ? Le nombre de décibels qu'on se prend dans l'habitacle, en particulier à 130 km/h établi. Donc j'ai sorti mon petit sonomètre, je le mets en route, et on va le trimballer pendant 5 minutes à travers l'habitacle, en fermant ma bouche évidemment, à 130 km/h établi pour savoir combien de décibels on se prend. Et voilà, j'ai fini ma mesure et la valeur moyenne que j'obtiens à 130 km/h, c'est celle-là, 65,7. Est-ce que ça se voit bien? Je pense que là tu le verras mieux sur la cam qui est juste là. 65,7. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai fait une petite mesure aux alentours de 110, et ben tu trouves quasiment la même valeur. Donc ça veut dire que peu importe la vitesse à laquelle tu vas rouler, cette Polestar elle sera insonorisée de la même manière. Et ça c'est plutôt étonnant parce que tu t'attendrais à avoir un peu plus de bruit de roulement, un peu plus de bruit d'air. Et ben non, tu as un bruit qui est relativement constant. En vrai, en termes de bruit d'air, j'entends pas grand chose, si ce n'est rien du tout. C'est davantage les bruits de roulement que tu vas entendre. Et encore, ce qui est chouette, c'est qu'on a les roues en 20 pouces et avec les enjoliveurs plutôt profilés. Donc globalement, à ce niveau-là, le confort acoustique de cette voiture, il est vraiment très bon. Quand on prétend, comme cette Polestar numéro 4, être une voyageuse électrique au long cours en particulier, tu te dois d'offrir deux choses. Un pack d'aide à la conduite bien achalandé. Et 2, un pack bien achalandé en qui on doit pouvoir faire quasiment aveuglément confiance. Est-ce que c'est le cas? Globalement, oui. Oui, sur le côté bien achalandé du pack, puisque tu as un régulateur adaptatif, original, une aide au maintien dans la voie qui en plus est plutôt pertinente. Là, tu vois, je lâche les mains, je suis en petite courbe à 130 à l'heure, il n'y a pas de louvoiement, il n'y a pas de ping-pong entre les voies, la voiture est globalement bien sur des rails, c'est plutôt pas mal. Et une autre aide, pas inintéressante, que moi j'apprécie pas trop, c'est l'aide au changement dans la voie. Tu vois, tu mets ton clignotant et là la voiture se débrouille. Si tu gardes bien les mains sur le volant, ça se passe pas trop mal. Bon, j'avoue, c'est pas l'aide à la conduite qui, moi, m'aide le plus. Je trouve ça plutôt handicapant qu'autre chose parce que ces réactions sont un peu chatouilleuses si t'as pas bien les mains sur le volant, si tu mets pas bien le clignotant, bref. Mais voilà, si ça peut t'aider, pourquoi pas, tu vois, j'essaie de le faire. Bon, la voiture se remet globalement dans la voie, ça marche. Est-ce qu'on peut lui faire globalement, aveuglément confiance? Aveuglément, je sais pas, mais confiance, oui. Parce que l'aveugle, ça veut dire que tu sais que tu as enclenché, il n'y a plus de sujet, machin. Mais sauf que de temps en temps, l'aide au maintien dans la voie, tu sais pas pourquoi, hop, elle s'en va. Je sais pas. Alors que les conditions sont idéales, qu'on voit très bien, qu'il pleut pas, que les voies sont bien définies. Ça m'est arrivé 2-3 fois là sur le début de ce trajet. L'aide à la conduite, l'aide au maintien dans la voie, 120. Et puis 2, je trouve le régulateur aussi le régulateur adaptatif, un brin chatouilleux sur les distances qui précèdent par rapport aux voitures de devant ou aux camions. Et tu vois, la voiture, elle a ralenti, je sais pas pourquoi, alors que le camion est bien dans sa voie. Bon, c'est un petit peu chatouilleux, mais ça, c'est malheureusement le cas dans pas mal de voitures électriques. Pardon. J'étais en train d'essayer avec un morceau, un brin bourrin, c'est vrai, la Sono Harman Kardon à 15 haut-parleurs incluses dans cette Polestar numéro 4. Et alors, c'est pas une bonne surprise puisque Harman Kardon, on connaît la qualité de cette marque, mais dans cette Polestar numéro 4, c'est génial. C'est génial parce que, on s'est rendu compte que l'insonorisation globale de cette voiture est très très bonne. Donc si tu as une bonne sono par-dessus ça, eh ben, tu as le combo gagnant. Et là, le combo, il est plus que gagnant parce que tu as une sono qui n'en fait pas trop, qui n'a pas besoin d'être ultra puissante pour avoir un son clair, bien défini, quelle que soit la source sonore que tu utilises et quel que soit le style de morceau que tu utilises, que ce soit des trucs de gros bourrin ou des trucs beaucoup plus fins, tu as une qualité d'écoute globale qui est très intéressante. Et j'aime bien le fait que tu as un son spatial, surround, que tu peux gérer dans son intensité et qui justement puisse être géré à ton oreille et à ta sensibilité. Perso, moi j'aime pas les sons comme ça qui sont un peu parfois
un peu fake, un peu trop lointain. Là, c'est juste ce qu'il faut. On est dans un bon entre-deux, ça n'en fait pas trop. C'est très équilibré. Tu peux en plus gérer avec un égaliseur très précis, enfin relativement précis, la qualité d'écoute que tu recherches toi, à ton oreille. Et ça, pour moi, c'est tout un tas de choses qui rendent cette sono hyper agréable. Et sur le long cours, encore une fois, ça c'est génial. Et en plus, le fait que tu puisses gérer le volume par ici avec une petite molette et avec un petit press play, tu vois, par ici, ça c'est très bien ça. Ça fait largement plus de 120 km qu'on roule sur autoroute à la vitesse stabilisée de 130 km/h. J'ai eu très peu de zones de travaux, une zone de travaux à 110, donc rien du tout, un petit 2 km en moins. Donc on va avoir une consommation globale à cette vitesse stabilisée d'autoroute de cette Polestar numéro 4, puisque malin comme je suis, j'ai remis à zéro un compteur de consommation. Et la conso, elle est de entre 22,7 et 22,9 kWh au 100 km à cette vitesse stabilisée de 130 km/h. Tu vas me dire, c'est ni fantasmagorique, ni totalement nul. C'est dans une moyenne, on va dire, plutôt haute, mais c'est pas scandaleux du tout. Je m'attendais à peu près à ça. Et nous voilà arrivés à notre destination intermédiaire, le fameux circuit des 24 heures du Mans. C'est marqué juste ici. Tu te souviens, au début de ce trajet, la voiture nous prédisait qu'il allait nous rester 25% de batterie à la destination. J'ai un peu envie de rigoler, c'était un peu évident. Il nous reste 10% de moins. 15% de batterie. Donc on a consommé pour ces 220 premiers kilomètres 49% de la capacité de la batterie. Donc ça veut dire que sur une pleine batterie, sur le 100% de batterie, si tu vas de 100 à 0, tu vas pouvoir faire à cette vitesse d'autoroute quasiment 410 km, donc ce qui est plutôt pas mal. Et sur le ratio utile de 10 à 80, tu vas pouvoir faire des sauts de 350 km à cette vitesse établie de 130 km/h. Donc globalement, oui, ça prouve bien que cette Polestar numéro 4, ça peut être une voyageuse au long cours plutôt intéressante. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise. C'est évidemment une très bonne chose d'avoir toutes ces qualités de confort sur le long cours, de bonne sono, d'efficience quelque part, même à vitesse stabilisée d'autoroute. C'est intéressant. En plus d'avoir une grande batterie comme celle qui nous équipe sur cette Polestar numéro 4, 100 kWh, c'est quand même pas rien. Par contre, si elle met 4 plombes à recharger, cette batterie, ça risque d'être un peu plus compliqué. Comment ça se passe justement à la recharge? Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se recharge sur notre traditionnelle borne Electra. J'ai le droit de le dire puisque c'est un sponsor régulier de la chaîne et je les en remercie. D'ailleurs, tu as toujours accès à 2 codes promo. En roue libre, ça te permet d'avoir 50% de remise sur ta première recharge via l'app d'Electra. Et en roue libre plus, ça te permet d'avoir 2 mois d'abonnement offert pour payer ton kilowattheure moins cher. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et ce qui est plutôt un peu moins cool, c'est que malheureusement, on partage cette borne avec une autre voiture qui est en charge, donc on ne pourra pas choper a priori la crête de charge de 200 kW de cette Polestar numéro 4. Ça n'empêche qu'on va quand même avoir une vague idée un peu précise de sa courbe de recharge. Comment ça se passe? Tiens, je l'ai branché depuis quelques minutes. Ça donne qu'on a accès à pas mal d'infos sur ce petit écran là. Tu vois, là on prend quasiment le pic qu'on puisse espérer, 148 kW, et on est à 21% de batterie. Il nous reste très exactement, c'est marqué là, 32 minutes pour arriver à 80%. Donc oui, évidemment, on va dire 12 ou 13 à 80 en plus de 30 minutes, c'est pas foufou, hein. Mais là, encore une fois, malheureusement, on partage la borne. Et franchement, il y a du monde partout. C'est le succès sans borne de cette station Electra, grâce, sûrement, à tous les essais que je fais. J'ai à peine eu le temps d'aller me chercher un petit sandwich que déjà, on est à 62% de batterie. Et ce qui est intéressant, c'est que je venais juste d'arriver un tout petit peu avant 60%, aux alentours de 50 et des boîtes, et on avait un pic de charge qui plafonnait et qui se stabilisait aux alentours de 125-126 kW. Là, il y a une petite chute, on est à 109, et on a passé les 60% il y a très peu de temps. Donc à en croire l'automobile, il nous reste encore 9 minutes pour faire le 63 à 80%, donc on va être à peu près dans la demi-heure, ce qui est ni génial, ni totalement scandaleux. On approche de la fin de cette petite recharge. J'ai pas été jusqu'au bout, j'ai pas fait une pleine courbe de recharge. Mais justement, j'aimerais bien voir la tronche de la courbe de recharge. Ouh là oui, il y a des petites variations. Là, il y a un petit plateau, des petits machins. Bon bref, on a pris jusqu'à 150 kW quand même et on n'est pas passé en dessous de 109. Ça c'est plutôt pas mal. Donc on a pris, en gros, que je dise pas de bêtises, on est à une moyenne de 127 kW. Donc on est parti à 12 et on va jusqu'à 80. On n'est pas encore, mais presque.
Et pour l'instant, on a chargé 63 kWh en combien de temps? 30 minutes. C'est quand même pas inintéressant de voir que la puissance de recharge, tu vois, elle plafonne quand même à 108 kW alors qu'on est à 78% de batterie. Évidemment, c'est pas au niveau dingo de ce qui se fait de mieux sur le marché, en particulier sur les voitures qui sont avec des architectures en 800 volts. Je pense à, à ce que fait Xpeng, je pense à ce que peut proposer BMW ou Mercedes avec la CLA ou avec le iX3. Mais ça reste quand même pas trop dégueulasse. J'ai envie de pousser un poil plus loin si ça t'embête pas, jusqu'à 90%, parce que là on est à 78%. J'aimerais bien voir s'il y a une vraie chute à l'arrière après 80% ou pas. Ça nous indiquerait quand même sur le ratio utile ce que ça peut donner, parce que là il nous reste 1 minute pour aller à 80%. Et donc on pourra avoir un 12,80 à peu près efficace. Ça y est, 80%. On a fait donc le 12,80 en 32 minutes. Donc oui, le ratio utile en particulier sur long trajet, les fameux 10,80 ou environ, se fait dans la demi-heure. Ce qui est encore une fois loin d'être génialissime, on saute pas au plafond, mais ce qui est quand même pas anodin, vu surtout la taille de la batterie de cette Polestar numéro 4. Du coup, tiens, je suis curieux de savoir combien il nous reste d'autonomie là maintenant, si on se débranchait maintenant. 503 km d'autonomie affichée. Et hop, là on a passé 80% et bing, chute à l'arrière, 76 kW dans notre face. Et donc pour faire les 9 derniers pourcents qui nous séparent des 81 à 90, il nous faut 9 minutes. 1% la minute ou à 1 minute le pourcent, c'est un peu long quoi. C'est quoi? Moi je vais me débrancher. Donc voilà, j'ai arrêté la charge, on se fait une petite dernière, on est à 82%, on a fait 12,82 en 34 minutes, à une moyenne de 123,77 kW, on a pris presque 71 kWh, et j'aimerais bien le détail de la recharge, avec la courbe qui est juste là, est-ce que tu la vois bien? Parce qu'il y a beaucoup de reflets aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte que tu la vois bien, mais c'est quand même pas mal de petits plateaux un peu bizarres, et une grosse chute après 80%. Ça c'est quand même relou qu'il n'y ait pas un petit cache tout simple, ça c'est un peu cheap. Par contre ce qui est chouette, c'est ça, une trappe de feignasse. Je te disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo que potentiellement cette Polestar numéro 4 perdait pas mal de points quand on regarde vers l'arrière. Bah ouais, qui dit absence de lunettes arrière dit présence de ça, le rétroviseur caméra. Non, je vais te le dire tout net, c'est clairement pas la solution technique et technologique la plus pertinente de toute cette Polestar numéro 4, cette absence de lunettes arrière et donc ce rétroviseur caméra. Alors oui, dans les premiers temps, c'est très bizarre. À la longue, on s'y fait parce que c'est quand même un rétro qui est bien... La caméra est bonne, tu vois bien l'image, le défilement est bon, il n'y a pas de sujet. Sous la pluie, c'est hyper pertinent. Dans la nuit, ça marche bien aussi. Mais personnellement, ça me fout la gerbe. Voilà, je vais être tout à fait cash. Ça a même foutu la gerbe à ma fille, voilà, qui était derrière moi. Elle fait « Ah, papa, il faut pas que je regarde ton truc, ça me donne mal au cœur. » Et je le comprends parce que le défilement, il est un peu bizarre. Et t'as presque un peu la sensation des fois d'être coupé un peu de l'extérieur. Parce que c'est une image numérique, c'est pas une image de rétro, tu vois, de glace. Et je sais pas, ça me donne une distance par rapport à ce qu'il y a derrière moi qui est un peu bizarre. Ça fonctionne même bien, mais je comprends pas qu'on l'impose, cette solution-là. Parce que vraiment, je pense que ça va pas aller à tout le monde. Et ça, à mon sens, même s'il y a plein de choses qui sont intéressantes, tu vois, tu mets ton clignotant, tu as la caméra qui s'oriente un petit peu du côté où tu as mis le clignotant pour hop, agrandir un peu l'angle de vision vers là où tu mets le clignotant. Pourquoi pas quand la voiture, tu fais une marche arrière, pareil, la caméra bouge un petit peu pour te faciliter la manœuvre. C'est pas bête, mais moi, imposer cette solution-là et cette technologie-là, je trouve ça un peu étonnant, pour dire le moins. Il y a une autre solution, alors pas vraiment technologique, on parle pas de rétroviseur caméra, mais plutôt du son, du clignotant de cette Polestar numéro 4 que je trouve très bizarre. Alors, je suis sur autoroute, il n'y a personne derrière, je vais pas faire un truc bizarre, mais écoute. T'entends? Alors, c'est sur l'enceinte de droite quand tu es à droite et sur l'enceinte de gauche quand tu es à gauche. C'est un petit... Mais genre comme si c'était un glitch électrique. Tu vois l'idée? Une sorte de base de bits de techno là. Et t'as l'impression qu'il y a une interférence dans l'enceinte, donc tu dis au début, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en vrai, t'entends pas grand chose. J'ai pas trouvé dans les menus si on pouvait le changer. J'espère que c'est possible, mais ça aussi, c'est original. Mais des fois, à faire trop original, on fait un peu genre... Donc c'est ce que je pense de ce son de clignotant. Je te le refais écouter.
très bizarre. Et tiens, tant qu'à faire de finir sur les choix technologiques, tu vois, intégrés dans cette Polestar numéro 4, tout est centralisé, comme sur pas mal de voitures électriques modernes, sur ce très bel écran. Il est très grand, il n'y a pas de sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, tu le vois, il y a beaucoup de soleil. Ça arrive, hein, c'est cool même quand il y a du soleil. Le problème, c'est que l'écran là, je vois rien. Mais genre rien. Je vois des traces de doigts, je vois rien. C'est un carnage. Et t'as beau avoir l'affichage que tu veux, je vois rien. Donc là, j'ai le GPS. Heureusement que j'ai le petit écran devant moi qui est, lui, peut-être un peu mieux protégé des rayons du soleil, j'en sais rien. Mais là, je vois rien. Je ne sais même pas où je suis. Je clique sur mes traces de doigts, dégueulasses, tout gras. Donc je sais pas. Je sais pas si la luminosité de l'écran, sûrement, doit pouvoir se régler. Mais pourquoi elle ne s'adapte pas vraiment en fonction du soleil toute seule? Étonnant, ça m'étonne. Et puis, ultime truc, qui normalement est un outil de sécurité, 1, obligatoire, et 2, vraiment pas bête, c'est la petite caméra qui surveille si tu es attentif à la route. Ce qui est bien, surtout sur une voiture comme ça, avec pas mal d'aide à la conduite, un grand écran, tu peux vite être un peu, tu sais, tu peux te disperser, disons-le gentiment comme ça. Ça arrive. Ok. La caméra, le problème, c'est que même quand t'es pas dispersé, elle vient faire mini. Attention, vous n'êtes pas attentif à la route. Je fais, mais si, en fait, j'ai les yeux dessus depuis tout à l'heure, je bouge pas, il n'y a pas de sujet. Genre, je suis pas mort, je suis là. Et pourtant, elle fait bip bip. Et c'est assez aléatoire. Donc, le calibrage de sensibilité de cette caméra-là, il n'est pas au top de sa forme. C'est un peu gavant à la longue, et en particulier sur long trajet. Peut-être que ça va t'arriver. Moi, ça m'est arrivé, et pas juste une fois, quoi. Et pas quand je fais Galet Swinga sur l'écran ou éventuellement sur d'autres écrans que t'as pas regardé quand tu conduis, tu vois ce que je veux dire. Je t'avais dit que c'était le dernier élément technique ou technologique qui me faisait lever un sourcil dans cette Polestar numéro 4, en fait non. C'était pas le dernier, il y en avait encore un autre dont je viens de me souvenir, puisqu'il vient de me sauter à la tronche. C'est l'outil de reconnaissance des panneaux et donc de la vitesse des routes sur lesquelles tu circules au moment X ou Y. La voiture, normalement, est censée reconnaître les panneaux en fonction des zones, avec le GPS, tu sais, c'est quand même une technologie qui est éprouvée depuis des années. Et ben là, y a des trucs qui sont un peu très très particuliers. Là, je suis sur une nationale, je sais qu'elle est limitée à 110 km/h. La voiture m'affiche que c'est limité à 80. Et tout à l'heure, elle m'affichait même que c'était limité à 30 à l'heure. Donc autant te dire que si t'as le bip bip qui est enclenché, j'ai eu des trucs inverses, genre d'un seul coup sur autoroute, c'était 120. Pourquoi 120? On n'est pas en Espagne, on est en France. Bon bref. Donc il y a tout un tas de petits bugs comme ça qui, sur une voiture de 2026 qui se veut quand même technologiquement avancée, me font dire que les gars, quand même, il y a des choix techno. Voilà, la lunette arrière, ok, why not? Mais ça, c'est la base. Ça doit être nickel. Il ne doit pas y avoir de sujet, surtout avec une solution Google, comme celle qui est intégrée dans cette voiture. Là, désolé, ça marche très moyennement, quoi. Et c'est un peu foutraque, voire fantasque de temps en temps. Et c'est pas normal à ce niveau de prix. Et pan, on vient de refaire encore une fois 100 km d'autoroute à la vitesse stabilisée de 130 km/h. Désolé pour le petit tic-tic, c'est la caméra qui est pas contente que je ne regarde pas totalement la route. Elle a raison, ceci dit, mais elle est quand même hyper relou. C'était pas du tout le sujet qu'on voulait aborder, c'était celui de la consommation, une fois de plus, de cette Polestar 4, en plus dans des conditions bien plus clémentes sur ce trajet de retour, puisque comme tu le vois, il fait grand soleil et au moment où je te parle, il fait 26 degrés à l'extérieur. Donc globalement, normalement, c'est les conditions quasi idéales pour qu'une voiture électrique délivre la pleine puissance de son efficience. Et la consommation moyenne à 130 km/h établie sur ces 100 km de retour, c'est 24 kWh au 100. Désolé, j'ai fait une fausse manip au moment où je voulais te montrer précisément ce chiffre-là. J'ai remis à 0, mais tu as quand même vu subrepticement le chiffre de 24 s'afficher. Je te raconte pas de la blague. Et par contre, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que cette blague-là, c'est pas de la blague, et que c'est quand même élevé, quoi, par rapport à l'aller en particulier, et surtout dans des conditions climatiques beaucoup plus clémentes. Je comprends pas trop pourquoi ça consomme beaucoup plus que ça. Donc si on fait une grosse moyenne de cette allée et de ce retour, tu vas taper aux alentours de, allez, on va dire, à la grosse louche, 23 et des brouettes. Ce qui est loin d'être génial, ce qui est loin d'être scandaleux une nouvelle fois. Ça nous prouve quand même qu'on peut faire des longs trajets et des bons bouts de trajet sur le ratio 10-80 utile, comme on s'en était rendu compte à l'aller, mais peut-être qu'il est un peu moins optimiste que ce que je pouvais être, moi, justement, à l'aller. C'est pas génial,
mais c'est pas nul non plus. C'est une espèce d'entre-deux, de ventre mou. Heureusement que la batterie est gigantesque. Sinon, ce serait un peu compliqué pour la Polestar 4 au niveau longue distance. Il faut faire gaffe à un truc avec cette Polestar 4. Parce que oui, quand tu quittes le grand tapis bitumesque de l'autoroute et que tu retrouves des petits chemins un peu tortués, sinueux, t'as envie de te dire « Hey, j'ai 272 chevaux à me mettre sous le pied droit, génial, on va pouvoir rigoler un peu !» Eh ben non, grave erreur. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que cette Polestar 4, c'est une voiture taillée uniquement pour un trajet tranquille. Parce que dès que tu commences un tout petit peu à hausser le rythme, alors vraiment vite fait, c'est là où le poids revient à la charge. Eh ouais, 2230 kg sur la balance. Forcément, quand on est vraiment typé totalement confort et que quelque part on cherche pas à se prendre pour une autre, eh ben ça se sent tout de suite. Les mises de roulis sont énormes, le tangage, le cabrage, c'est pas un chewing-gum, loin de là, c'est pas nul, mais c'est pas une voiture qui est faite pour aller un peu plus vite que de raison. Et quelque part, c'est plutôt très pertinent. C'est pertinent parce que le menu intégral de cette Polestar 4 est axé confort et qu'elle a pas de problème à te dire non mais attends, moi je vais pas me transformer en sportive alors que je ne le suis pas. Je vais te proposer un petit toucher de route sympa, même si c'est un peu lointain, un peu diffus. Un toucher de route d'ailleurs que tu peux gérer, que tu peux modifier, tu peux moduler en gros la dureté de la direction un peu de manière fake sur 3 niveaux. C'est loin d'être inintéressant encore une fois et ça marche plutôt pas mal. Mais quelque part, moi je lui demande pas de devenir un scalpel à cette Polestar 4. Je lui demande juste de me proposer un toucher de route juste suffisant pour savoir où je mets les roues et puis de me proposer un voyage plus confortable. Tu crèves et ça, bah, elle coche toutes les cases sans se prendre pour une autre une nouvelle fois. Donc oui, cette Polestar 4, elle préfère le confort à l'incisif. Et une nouvelle fois, tout s'éclaire puisque c'est pas une voiture qui cherche à dominer par sa puissance. C'est pas une voiture qui veut être la meilleure, c'est une voiture qui propose autre chose, une autre façon de rouler, plus douce, plus calme, plus posée. Et quelque part, ouais, c'est très bien. Autant l'intérieur de cette Polestar 4 fait vraiment premium à plein de niveaux, autant il y a un détail, et dans cet univers-là, ça peut jouer, qui fait un peu moins premium, c'est ça. Ça, c'est la clé de cette Polestar 4, tu vois, elle est toute fine, toute simple, il n'y a pas un bouton dessus, il n'y a rien du tout. Alors, tu ne peux pas le savoir, mais elle est très légère, voire presque, tu as l'impression que c'est un jouet, voire même, c'est pas vraiment une clé. Donc cette légèreté, plus le fait qu'il n'y ait pas de bouton, alors je sais, c'est une voiture ultra connectée, avec l'application, on a blablabla, mais pour les gars un peu old school dont je commence à faire partie, avec mes cheveux blancs qui se font la balle, on aime bien des fois aussi avoir juste, crac, tu sais, un bouton tout simple pour fermer et ouvrir tes portières. Ça, on peut faire mieux. Il faut que je te fasse un aveu à propos de cette absence de lunettes arrière et de la présence de ce rétroviseur caméra. Oui, on s'y fait, oui, c'est pas si dérangeant que ça, même si perso ça me file la gerbe, je viens de te le dire. Le souci, c'est que là je m'apprête à rendre la Polestar, c'est la fin de mon essai au moment où je fais ce petit bout de séquence, et bah, le rétroviseur caméra, il a décidé de ne plus marcher. Pourquoi? J'en ai aucune idée, la caméra n'est pas obstruée, j'ai fermé, j'ai rouvert la voiture, je l'ai mis en route, ça ne change rien, là ça ne marche plus, la caméra arrière ne m'affiche plus aucune rétrovision, donc oui, c'est vachement bien quelque part, parce que c'est technologique, c'est design, c'est tout ce que tu veux, mais quand ça marche pas, bah c'est un peu embêtant, parce que là, pour le coup, je vois rien, à part sur les deux côtés, je vois rien. Et en manœuvre, heureusement que j'ai les caméras 360 et autres, mais moi j'aime bien regarder ce qui se passe par là. Donc quand ça marche, c'est bien, quand ça marche moins bien, c'est moins bien. Du coup, est-ce que au final, cette Polestar 4 tient sa promesse, celle d'être une bonne routière 100% électrique? Eh bien la réponse est nuancée. Parce que oui, c'est vrai, elle séduit beaucoup cette Polestar 4 à plein de niveaux, sur le confort, sur l'ambiance dans laquelle elle plonge le conducteur et ses passagers, et même globalement sur l'expérience électrique, puisque pour une plateforme 400 volts, c'est loin d'être ridicule. Mais elle ne maîtrise pas encore totalement tout. Sa rigueur dynamique est largement perfectible, son efficience c'est pas foufou, et clairement quand on s'adresse à un segment 100% électrique premium, débouler avec une solution en 400 volts aujourd'hui, c'est être un peu à l'arrière du train, non? Si cette Polestar 4 ne t'a pas du tout convaincu, j'ai deux autres vidéos à te proposer. La première, c'est l'essai du BMW iX3 de
toute dernière génération avec une plateforme en 800 volts et un attirail technologique de haute volée. Son essai, il est juste par ici. Et la deuxième voiture que j'ai à te proposer, elle est elle aussi 100% électrique, c'est l'Alpine A390. Oui, je sais, c'est un SUV Alpine électrique. C'est un peu bizarre, mais son offre en termes de dynamique est très intéressante. Je te remets la vidéo juste ici, tu cliques et on se retrouve tout de suite.